Bonsoir tout le monde, j'espère que vous passez une belle semaine. Soyez les bienvenus dans PL Club, notre émission centrée sur le foot anglais. Le week-end dernier, on a joué la 3e journée de Première Ligue. Le week-end prochain, ce sera déjà la 4e journée. Et comme tous les jeudis, nous sommes ici en plateau pour préfacer les matchs de ce week-end en compagnie de 2 spécialistes du foot anglais. On peut dire ça quand même, Philippe. Vous pouvez le dire. Moi, je ne le dirai pas, mais bon. À force. Ouais. À force. Ça fait combien d'années que vous travaillez sur le foot anglais, Bruno ? Les années 70. Ah ben voilà. Christian aussi est avec nous dans cette émission, en duplex, bien entendu. Vous connaissez Christian avec sa base de données, vision du jeu. Il va pouvoir nous éclairer aussi sur le déroulement possible des rencontres du week-end. Salut Christian. Salut Philippe. Tout va bien ? Tout va très bien, merci. Allez, tant mieux. Avant de passer aux rencontres de ce week-end, il faut quand même rappeler que c'est une période importante. C'est la fin du mercato demain, en fin de journée. Ça a un petit peu bougé sur les derniers jours. Ça peut encore bouger. Castagne a signé, il y a Nunez qui est parti du côté de Manchester City. Là, ça nous permet d'atteindre les 2 milliards de livres sterling de transfert. Pas mal. Mais ça peut encore bouger demain. On sait qu'en général, la dernière journée, c'est des transferts de dernière minute, un peu dans la panique parfois. Oui. Et puis il y a des gros noms encore sur la sellette, notamment Mohamed Salah, avec une offre de 118 millions de livres, je crois, de la part de l'Arabie Saoudite. Et puis il y a des joueurs, des Diables Rouges aussi, qui sont quand même encore un petit peu coincés, Bruno. Fas. Oui, Fas, une des plus mauvaises défenses de la saison dernière. Il a un gros temps de jeu. Quand vous encaissez 68 buts, c'est peut-être difficile. Pratt, il a quasiment pas joué. Et 6 fois titulaire la saison dernière. Donc ça va être un peu compliqué pour eux peut-être maintenant. On suivra cela avec beaucoup d'attention d'ici demain. Allez, on repart sur les matchs du week-end dernier avec la séquence habituelle de Best Goals, les plus beaux buts. Sterling weaving his way into the penalty area, still going, oh brilliant goal! Raheem Sterling. Oh, that's loose from Saka though. And Pereira with space. Oh, and Ramsdale completely out of position. Switches play out to the far side to find Sharda, who's one-on-one with Ward. Still Sharda into the penalty area. What a way for him to score his first goal for Brentford. Gross. Thought about the left, tried the right, and pulls one back. Walker, embarrassing Larousse. Foden setting it up, and it's in from Rodri. Now here's Darwin Núñez, no flag again. Darwin Núñez, has he won it for Liverpool? Antonio. Good spin. 3. On est parfois un petit peu subjectif avec le foot anglais parce que c'est notre championnat, c'est notre passion, mais il faut quand même dire que depuis le début de la compétition, on a eu déjà de bons matchs, on a eu de beaux buts. Cette saison est bien lancée. Hein. Oui, puis ce que fait Darwin Núñez, jouer 41 minutes, être mené à 10 contre 11 et offrir ça. On est debout. Hein. Et puis, 3 des 4 équipes dont nous parlons aujourd'hui, qui sont toutes les 3 candidates au moins au top 4, voire à concurrencer City pour le titre, ont été menées et ont gagné finalement. Donc c'est vrai qu'il y a du suspense dans tous les matchs. Et des rebondissements. Il y a beaucoup de conclusions. Non, Arsenal n'a pas gagné, c'est vrai. Arsenal a fait 2-2. Ils ont failli gagner. C'est vrai. Beaucoup de conclusions à tirer lors d'une journée de championnat. Voici les éléments que l'on a retenus à l'occasion de cette 3e journée qui a donc eu lieu le week-end dernier. 6 buts sans Harry Kane pour Tottenham. Je vais dire un être vous manque et finalement rien n'est dépeuplé. Pour l'instant, Everton 0 but marqué, ça je dirais que c'est dans la lignée malheureusement de la saison dernière. Exploit de Liverpool à Newcastle, on va en reparler. Et puis City 9 sur 9, c'est assez logique, sans Guardiola qui a mal au dos. Et alors ce qui est quand même intéressant, et là je vais me tourner immédiatement vers Christian, c'est West Ham qui gagne à Brighton 1-3 avec 22% de possession de balles. Christian, c'est quand même interpellant. 22%, c'est quasiment ridicule, mais c'est drôlement efficace. C'est marrant parce que la semaine passée, on avait justement parlé de Zerbi qui expliquait dans un podcast de la Serie A
qu'il veut absolument la possession de balle et quand on a 70% de possession de balle, on a beaucoup plus de chances de gagner. Et malheureusement pour lui, le week-end suivant, il encaisse 3 buts sur des reconversions rapides, sur du jeu rapide. Mais voilà, c'est aussi un choix que les entraîneurs comme Arteta, comme Pep Guardiola, comme De Zerbi, c'est-à-dire ils veulent une possession de balle à outrance avec un jeu dominant placé. Donc il y a une série de matchs où on s'expose à encaisser ce genre de but. Parce que la compétition, bien, ce n'est pas le entertainment, c'est-à-dire que la compétition, il faut marquer des buts et il faut gagner. Et là, en l'occurrence, West Ham n'a pas choisi l'entertainment pour ses supporters, mais ils ont choisi l'efficacité en marquant 3 buts. Donc certains disent la possession c'est important, d'autres disent c'est pas si important. Moi je dirais il n'y a pas véritablement de règles. La règle, c'est qu'il n'y a pas de règles. Ça dépend de beaucoup de choses. Oui, mais s'il y a des circonstances favorables aussi. Pas dans les buts marqués, enfin si, sur le premier marqué, c'est la seule occasion qu'ils ont en première mi-temps, ils sont complètement dominés par Brighton qui ne parvient pas à mettre un ballon au fond, ils perdent un ballon malencontreusement, c'est 0-1, et ça conditionne le match. Il y a un penalty évident sur Mitoma qui n'est pas sifflé, il y a des arrêts incroyables d'Areola pendant toute la rencontre, ça fait beaucoup de circonstances qui permettent ce genre de situation. C'est le fil rouge du match. Chaque fois qu'ils ont terriblement souffert, une action goal. Exactement. Et les 2 derniers buts, c'est de la classe mondiale. Hein. Les contrôles en mouvement, c'était merveilleux. Ça, je ne crois pas qu'on reproduise tous les week-ends. Non, certainement pas. Mais enfin, c'était important de le rappeler. C'est une des conclusions du week-end aussi. Allez, on s'oriente maintenant vers notre première affiche. Elle va opposer Liverpool à Aston Villa ce week-end. Luis Diaz! Brilliant finish! Shot again! Ce sera dimanche à 15h sur nos antennes. Liverpool exploit vraiment, on en a déjà un petit peu parlé à Newcastle dans des conditions difficiles, 7 points sur 9. Aston Villa, une gifle à Newcastle lors de la première journée et 2 victoires d'affilée quand même contre Everton et Burnley. C'est une belle affiche, c'est un beau duel d'entraîneurs aussi entre Emery et Klopp. Ouais, il faut voir comment ils vont réagir après. Klopp a dit de ce match que c'était encore un miracle plus grand que celui contre Barcelone en Ligue des Champions. C'est dire le niveau de miracle que ça a été. Et c'est vrai que la meilleure équipe sur le terrain, c'était quand même Newcastle. Mais ils n'ont jamais réussi à tuer le match. Et voilà, 2 actions de Nunez en fin de rencontre, ça fait le boulot aussi. Un mot d'Aston Villa. On a souligné, ressouligné les performances Unai Emery. Ne pas oublier quand même que la saison dernière, c'est 6 victoires seulement à l'extérieur. Ils n'ont pas marqué beaucoup de buts non plus, 18 buts marqués à l'extérieur. Donc c'est un vrai challenge pour eux, ce déplacement. Liverpool, Christian, 7 sur 9, c'est pas mal. Mais une équipe quand même qui a tendance à se mettre en difficulté. On s'en est rendu compte déjà cette saison-ci. C'est pas nouveau en fait, hein? Non, c'est pas nouveau. L'année passée, je ne sais pas combien de fois dans les émissions de PL Club, on a souligné qu'ils étaient en train de courir après le score. Je crois que c'est l'équipe qui a couru le plus après le score pendant toute la saison passée. Et on se retrouve en fait dans la même situation. Alors heureusement, maintenant, c'est bien parce qu'il y a chaque fois des issues qui sont favorables en gagnant. Mais voilà, il y a toujours ces fameuses sorties de balles. On l'a déjà vu la semaine passée, il y a le contrôle orienté du gars qui reçoit le ballon dos au but, face à son propre but, mais dos au but adverse. Et alors, aujourd'hui, les équipes sont prêtes à exercer un pressing organisé. Ici aussi, on voit Anthony Gordon au moment où la passe est donnée, vraiment en pleine course dans la direction de Arnold pour pouvoir le mettre en difficulté. Il rate son contrôle et il est parti. Donc c'est quelque chose qui est récurrent, il revient souvent et ça ne va pas être toutes les semaines possible de pouvoir créer un exploit comme ils ont fait à Newcastle. Ce sont de grosses erreurs qui peuvent coûter cher quand on vise le titre. Pour viser le titre, il faut balayer ça. Et d'autant plus que Van Dijk ne sera pas là puisqu'il a été exclu pendant la rencontre. En plus, il est sous supervision pour l'instant parce qu'il a agressé le 4e l'arbitre. Donc, verbalement, il risque d'avoir une suspension plus longue. Mais de toute façon, il ne jouera pas ce match-là. Et on a vu aussi Alexander Arnold, déjà contre Bournemouth, c'est lui qui rate son contrôle. Il aurait dû prendre un 2e carton jaune après 5 minutes dans ce match-là. C'est lui qui rate son contrôle sur le but de Gordon. Ça commence à faire beaucoup quand même pour une défense, pour une équipe qui est candidate, dit-on, au titre. Il va falloir remédier à cela. Ça, c'est clair. Tout à fait donc mal tourné, je vais dire, pour Liverpool à Newcastle, mais il faut quand même reconnaître aussi que sur ce match-là,
ils ont eu le mérite, les Reds, de se sortir les tripes avec Liverpool. On a toujours l'impression que tout est possible aussi, hein, Christian. Oui, et puis aussi, Philippe parlait de circonstances favorables dans le match de Brighton. Ici aussi, Newcastle, ils avaient la main mise fatalement parce qu'ils étaient en supériorité numérique. Ils auraient pu tuer le match à un certain moment, ils ne l'ont pas fait. Et puis, il y a un moment donné, voilà, il y a une passe profonde qui n'est pas extraordinaire. Elle rebondit sur le dos du défenseur central. La balle continue de cette action. Et c'est ça, en fait, qui est important dans le milieu du foot. Bruno l'a dit 100 000 fois depuis qu'il commente. Il y a plusieurs vies dans un match. Et puis, à un certain moment, il y a des circonstances qui se mettent en place, qui font que tout tourne. Ici aussi, mauvaise sortie de balle dans l'entrejeu. Il n'y avait aucune raison de rater cette passe de l'extérieur du pied. Première récupération, puis un ballon dans la profondeur de la part de Salah. Et Nunez qui fait la différence. Et donc, en 7-8 minutes, 9 minutes, un changement et ça change toute la physionomie du match. C'est ça le foot, en fait. Et sans oublier un arrêt, sans doute un des plus bels arrêts de l'histoire de la Première Ligue d'Alisson, avec un miracle, un poteau aussi, d'Almiron. Donc, il y a des circonstances, mais bon, ça n'enlève rien à la qualité des buts marqués, évidemment. Et du courage à 10-11. La vérité pour Newcastle, c'est que c'est une leçon pour eux de ne pas avoir su tuer un match pareil. À un moment, il faut... Pas avoir voulu, ils ont reculé trop. Avec un Nunez qui n'a pas encore été titulaire, qui marque 2 fois, il a peut-être un coup à jouer. Et qui avait le plus faible pourcentage de buts sur le nombre de shots depuis qu'il est là. Donc moins de 50% de temps de jeu la saison dernière pour lui, 9 buts, 3 assists. Quand on démarre, on ne va pas dire que c'est vilain non plus comme stat. Non, mais il y a de la concurrence, Salah, Gakpo, Jota, Dias, on verra ce qu'il lancera avec Nunez, mais là il a marqué les esprits effectivement. Klopp, toujours expressif comme d'habitude, ça fait tellement d'années qu'on le connaît, mais c'est vrai que là, on l'a senti vraiment dans l'émotionnel, à la fois à l'interview, où il a dit que sur les 1000 matchs qu'il avait peut-être dirigés, il n'avait pas le souvenir d'avoir vécu quelque chose de ce style-là. Leur début aussi, regardez cette double image, les réactions de Klopp par rapport au but de Nunez. Je pense qu'il s'est vu battu 50 fois à la minute dans cette rencontre et que là, c'est de l'ordre de l'improbable. Et l'improbable, c'est ce qui vous fait vibrer dans le foot, ça c'est clair. Ça, c'est une image extraordinaire. C'est une équipe aussi qui est en reconstruction, quand même, il faut le rappeler, Christian, avec pas mal de départs, Fabinho, Henderson, Firmino. Donc je peux comprendre qu'à un moment donné, qu'il exulte comme cela par rapport à la réaction de ses joueurs. Oui, c'est ces fameuses transitions d'après Mercato où il faut faire adapter les joueurs à la philosophie. Alors, il est en place depuis longtemps, donc ça aide à faire intégrer les nouveaux joueurs, mais il y a des joueurs dans l'entrejeu comme McAllister, comme Slobodai, c'est ça, Sloboslai. Et donc, il faut leur laisser le temps, mais bon, voilà. Malheureusement, je ne comprends pas en fait qu'ils parviennent toujours quand même à rester dans cette problématique d'encaisser les premiers et de devoir courir après le score, alors que c'est rarement la recette pour être champion. À un moment, ça ne passera plus. Ici, ils sont contre Bournemouth à domicile. Ça ne peut pas toujours marcher, ça c'est clair. Mais contre Newcastle, c'est un véritable miracle. Donc, ils ne peuvent pas se permettre ça dans d'autres gros matchs parce que ça ne va pas passer à chaque fois comme ça. Alors, contre Liverpool, ce sera Aston Villa, une équipe qui joue ce soir, par parenthèse, en Conference League contre Hibernian. Bon, ça ne devrait pas poser problème, la qualification, puisqu'ils ont gagné là-bas 0-5. 6/9, 2 victoires d'affilée. Mais une équipe, je dirais, qu'il faut tenir à l'œil. Bien sûr, il y a Unai Emery, et puis par rapport au travail qui a été fait la saison dernière. Il y a eu le couac du premier match en déplacement à Brighton où ils n'ont pas été vraiment existants, c'est la reprise. Depuis, ils ont eu 2 matchs plus simples à gérer, mais des matchs simples, quand on a pris un 5-1 la première journée, ce sont des matchs qui deviennent un petit peu plus compliqués. Ils ont su bien le faire. Je pense qu'ils marquent assez facilement et qui montrent de nouveau cette volonté de se porter tout le temps vers l'avant. C'est peut-être ça qui les a piégés à Brighton d'ailleurs, mais voilà. Je crois que c'est une équipe qui peut faire très très mal à Liverpool, même à domicile. 3 montées au jeu pour Tielemans. Voilà. Oui, il doit s'adapter. Cherche une place de titulaire, mais bon, avec la saison qu'a connue Leicester, on peut comprendre. L'entrejeu est un peu indéboulonnable pour l'instant du côté d'Aston Villa. Alors, Christian Emery, on en a déjà un petit peu parlé, il a fait du bon boulot la saison passée. Est-ce qu'il y a un changement de tactique, de philosophie du côté d'Aston Villa ? Est-ce que vous avez perçu ça ou pu analyser ça avec vos statistiques, plus dans le jeu dominant qu'auparavant ?
C'est un constat qu'on avait déjà fait dans la dernière partie de saison. On avait dit, il avait mis la mise en place, il y avait la reconversion rapide, il y avait le jeu rapide, et puis progressivement, quand il s'est senti sauvé au classement, il a commencé avec le jeu dominant placé, et on voit en fait dans cette progression que ça va de mieux en mieux, parce qu'aujourd'hui, c'est l'équipe qui marque le plus sur jeu dominant placé. Donc vous le voyez sur l'infographie, il y a cette diversité quand même par rapport aux 8 buts, mais il y en a 4 sur jeu dominant placé, et c'est tous les 4 qui sont suite à des centres ou à des ballons qui viennent dans le half space, vous le voyez, dans ces zones optimales de centre. Donc aujourd'hui, on peut dire que dans ce genre de match-là, alors pas contre Newcastle dans la première partie de saison où ils avaient perdu 5-1, mais ici, il a quand même renversé la situation, il a marqué 7 buts en 2 matchs. Et donc, on voit maintenant ce passage par les flancs. Voilà, c'est placé. Alors ici, il y a un peu de chance. Le ballon, il est prolongé, mais il y a 3 joueurs, 4 joueurs qui sont dans le rectangle pour terminer. Donc, ça va être une récurrence qu'on va devoir observer. C'est un entraîneur aussi qui sait s'adapter aux situations en fonction de l'adversaire. Mais ici, en fait, en l'occurrence, contre des adversaires de ce niveau-là, il est capable de se déposer dans les 20 derniers mètres, dans les 16 derniers mètres et de placer beaucoup de joueurs dans le rectangle adverse. Voilà, il y a des dédoublements, il y a un passage par le flanc, il y a ce jeu au cordeau. Je pense que c'est une équipe qui va quand même jouer le haut du tableau cette saison. Avec des joueurs de flanc comme Cash, Digne, Bailey, il y a quand même des atouts là. Dans le match contre Burnley, c'est l'exploitation des intervalles qu'on laissait dans la défense et le milieu de terrain de Burnley qui a fait la différence très vite dans le match, et c'est pas Matikash qui en a profité, lui qui est normalement un arrière droit mais qui joue un petit peu plus haut parce que c'est une défense à 3 et donc il couvre toute l'aile, mais comme disait Christian, il sait s'adapter à ce qu'il voit, et donc dès qu'on demande à des joueurs de venir se positionner dans un endroit où il y a une faiblesse, il l'exploite, et là ils vont devoir faire très très attention à Liverpool, parce que s'ils recommettent des erreurs comme ils ont fait contre Bournemouth ou comme Newcastle, je pense qu'Aston Villa est une équipe qui va beaucoup plus les punir que les 2 autres que j'ai cités avant. C'est pas immensément significatif à ce stade-ci de la compétition, mais c'est Aston Villa qui a utilisé le plus de joueurs. Ils ont 21 joueurs utilisés. On est à peu près à 19-18 pour la plupart des équipes. Mais bon, voilà, c'est un signe. On cherche encore, mais je crois que c'est un peu général pour tous les coachs aujourd'hui. On fait tourner très très peu d'équipes qui ont 100% d'éléments, évidemment, avec le temps de jeu aujourd'hui. C'est une indication en tout cas. Voilà pour la présentation de cette rencontre-là. La deuxième rencontre qui nous intéresse aujourd'hui, qui nous intéressera évidemment beaucoup ce week-end et principalement dimanche, c'est Arsenal qui reçoit Manchester United. Arsenal have the weapons in very promising fashion. We are still waiting to see what Manchester United have for us. Bukayo Saka! Varane pounces! Don't miss the old rivalry. Arsenal versus Manchester United, live in the Premier League. J'aime beaucoup la voix de la bande-annonce. Ça fait très thriller. On a peur d'allumer sa télé, quoi. Pour une affiche, pour une affiche comme celle-là, souvenez-vous, quand même, il fut un temps où on se tabassait presque dans le couloir. Vieira, Keane, c'était quelque chose. Exactement. Dimanche 17h30, donc cette affiche, le 2e contre le 3e de la saison passée. 2 équipes, évidemment, qui vont jouer la Ligue des Champions. Arsenal, 7 points en 3 matchs. United, 6 points en 3 matchs. Arsenal, Philippe, qui s'est fait piéger quand même face à Fulham. Alors, ils ont une stat incroyable. C'est la seule équipe dans l'histoire de la Première Ligue à avoir pris un but dans la première minute 3 fois dans la même année académique. Donc c'est encore une fois arrivé ce week-end. On l'avait déjà vu contre Bournemouth, ils avaient fini par gagner. Et on l'avait vu contre Southampton, c'est un des matchs nuls qui les amène à perdre le titre finalement, la saison dernière. Et ici, ils perdent 2 points, les 2 premiers points de la saison. Ils ont archi-dominé après le but d'ouverture, certes. Mais ça change complètement la configuration du match. Et encore une fois, si on ne tue pas la rencontre, on peut prendre un but, ce qui arrive une fois de plus sur coup de coin, une de leurs faiblesses. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été réglées en fait, du côté des Gunners. Moi, j'ajouterais une chose, c'est que Trossard était titulaire pour la première fois, je pense. Il était le meilleur joueur sur le terrain. Et il est descendu. Et il est descendu à la mi-temps, alors qu'Havertz a quasiment tout raté. Et il est resté jusqu'à l'heure de jeu où, après 2-3 mauvaises passes encore, son coach a fini par le faire sortir. Cela dit, ces changements lui donnent raison, puisque c'est Vieira qui montait encore, qui font la différence pour les faire passer devant 2-1.
Mais Trossard, il va devoir le gérer maintenant, hein, parce que quand on fait... Oui, c'est pas un caractère facile, non. Non, et là, je comprendrais qu'il soit vraiment furieux, parce que c'est lui qui a donné tous les bons ballons en première mi-temps, et on le fait descendre. Je comprends pas. Au-delà des choix, Christian, petit point faible quand même, c'était déjà le cas la saison passée, les transitions rapides de l'adversaire, elles font mal? Elles continuent à faire mal? Elle continue à faire mal. Depuis le début de 2023, on a assisté à énormément de buts qui ont été encaissés de cette manière-là. Il faut savoir quand même que Arsenal est l'équipe qui a encaissé le plus de buts sur transition offensive, derrière Brighton et derrière Leicester qui est descendu. Donc ils ont cette... Alors c'est vrai, c'est un choix d'entraîneur, c'est un choix offensif de vouloir absolument être très très haut. Mais quand on est très très haut, il faut pouvoir en fait contrer quand l'adversaire est capable d'utiliser cette transition. Or ici, on le voit, c'est quand même depuis son propre rectangle qu'il est parti, il a été jusqu'au bout, il n'y a personne qui a pu l'arrêter. Et ici, pareil, un peu le même style que Liverpool, c'est-à-dire cette construction de balle un peu avec un bloc moyen, mauvaise passe, mauvais contrôle orienté, et on profite directement derrière pour pouvoir aller marquer un but. On retrouve les mêmes problèmes que la saison passée. Oui, et que Liverpool, comme vous venez de le dire, on en a parlé il y a un instant, ce sont là aussi des buts qui sont franchement évidents. Awoniyi, il fait 100 mètres quasiment avant d'arriver... il faut ajouter une chose, je pense aussi, c'est qu'il y a quelque chose dans la formation de l'équipe, enfin le choix d'Arteta qui est un peu difficile à comprendre. C'est pourquoi Partey est devenu tout d'un coup arrière droit. Il a fait glisser Ben White en défense centrale aux côtés de Saliba, et Gabriel, le Brésilien, qui était titulaire tout le temps, est sur le banc. Est-ce que c'est pour inclure à la fois Havertz et Declan Rice dans l'équipe? Mais il aime les changements, comme son mentor, Guardiola, nous a habitués. Oui, mais justement, Arteta ne faisait jamais. Il restait tout le temps avec sa même équipe. Donc, Partey arrière droit, moi, je ne comprends pas non plus. Mais ça n'est que moi. Et je ne suis pas un spécialiste. En tout cas, il perd du muscle, mais Declan Rice a besoin d'espace. Ouais. Un petit peu de laxisme aussi au niveau des phases arrêtées, les coups de coin. On s'en est rendu compte aussi dans ce match-là, Christian. Qu'est-ce que vous avez comme information à nous suggérer par rapport à ça? Même constat que la saison passée, depuis 2023. En fait, sur l'ensemble de la saison, ils avaient 6 buts encaissés sur corner. En 2023, ils en ont 5 sur cette deuxième partie de saison. Ça leur a coûté aussi des points. Et là, on se retrouve aussi dans cette même situation, même configuration, alors qu'ils mènent 2-1, qui sont chez eux. Et ils encaissent encore un but sur corner qui leur coûte 2 points. Alors, n'oubliez pas ce qu'on a dit. Les partages pour les équipes de haut de classement, c'est 2 points de perdus. Et donc, il faudra éviter ça le plus souvent possible parce que c'est des points qu'il faudra aller chercher à la fin. Et parfois, on est champion avec un point. Donc, voilà, erreur supplémentaire, même modèle, même pattern à rectifier de nouveau. Ça se travaille, Bruno? Des images pareilles, c'est insupportable pour un coach. Quand ils analysent ça, vous avez des joueurs qui ne vont pas au duel et 87e minute de jeu. Que voulez-vous faire? Et attention, parce qu'Arsenal fait une saison exceptionnelle, parce qu'il y a 4-5 joueurs qui font une saison exceptionnelle. On va pas redonner les stats de Martinelli, de Degarde, de Saka, les arrêts de Ramsdale. Il faudrait pas qu'il y ait un très léger nivellement par le bas, parce qu'alors là, ça va filer difficile. La saison dernière, ils avaient commencé par 15 sur 15. Bien sûr. Alors, au niveau offensif, Christian, Arsenal, la saison passée, c'était très très fort sur le jeu dominant. Est-ce que c'est encore le cas cette saison, ou un petit peu moins le cas? C'est un petit peu moins le cas pour le moment. Sur l'ensemble, la saison passée, donc on a décidé en fait d'observer une timeline. Sur les 3 premiers matchs la saison passée, ils avaient déjà marqué 5 buts sur jeu dominant placé. Ici, ils ne sont qu'à 2. C'est très étonnant. Enfin, il faut quand même compenser ça parce que les pénaltys qui ont été obtenus le sont quand même suite aussi à du jeu dominant placé. Mais actuellement, peut-être que les adversaires ont vraiment bien scouté la manière de jouer et leur modèle de jeu offensif. Mais là, pour le moment, ils n'ont que 2 buts. 2 buts sur du jeu dominant placé, avec notamment ce but magnifique avec la préparation de Martinelli et ce jeu où il parvient à rentrer dans le jeu pour faire un tir enroulé. Et puis alors après, il y a le fameux centre venant de deuxième zone, dans le dos de la défense, et Nketiah qui est au cordeau. Donc, on veut retrouver ce jeu-là parce que c'est vraiment la patte d'Arteta et d'Arsenal. C'est un peu moins pour le moment. Je ne suis pas sûr qu'ils vont réussir à le faire contre des équipes du top, mais il faut retrouver en fait leur modèle. Voilà. Mais
On a un match du top ce week-end, donc oui. On verra. Voilà. Mais voilà, on en est aussi qu'à la 3e ou maintenant 4e journée. Donc toutes ces... Il ne faut pas faire de faux départ en Première Ligue avec une équipe comme City qui est déjà visiblement sur les chapeaux de roue. C'est assez inhabituel pour eux. Il ne faut quand même pas l'oublier parce qu'ils sont en top forme en deuxième partie de saison, pas en première. Si eux prennent de la distance sur tout le monde, ça va être compliqué d'aller chercher. C'est difficile. Ok, Arsenal a joué contre Nottingham Forest, contre Palace, contre Fulham. C'était pas franchement un programme très compliqué. Maintenant, comme vous le dites Bruno, c'est Manchester United. United, c'est 2 victoires, 1 défaite à Tottenham. Et le week-end passé, un match, je vais dire, rocambolesque, où ils encaissent 2 buts après 4 minutes. Il faut accepter qu'en début de saison, on subisse ce genre d'événement, mais normalement, il y a 2 ans, le même match, c'était le score final, 0-2. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Excusez-moi, ça c'est le but d'Awoni, c'est le même qu'il a marqué contre Arsenal. Absolument. C'est traverser toute une défense, c'est encaisser sur phase arrêtée. On a presque le même constat à tirer que ce qu'on vient de dire sur les Gunners. Donc on a vraiment un match qui sera très très ouvert à ce niveau-là. Si vous faites des cadeaux pareils. Avec le bémol qu'on sait que depuis des mois et des mois, Manchester United en déplacement contre le top 9, on va dire, c'est catastrophique. Oui. Et ils l'ont encore prouvé il y a un peu plus de 10 jours. Enfin, il y a 10 jours, quand ils ont perdu 3-1 contre West Ham. Et c'est pas le top 9. Enfin, si, maintenant, oui. Pour l'instant, ils le sont dans le top 9. Christian, vous êtes tombé de votre chaise aussi j'imagine, quand vous avez vu ce début de match. Ben oui, mais je ne sais pas, on a l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui change. Ça devient de plus en plus compliqué pour ces équipes du top de pouvoir dominer, mais vraiment de la tête et des épaules, ces équipes un peu moyennes ou voire candidates à la relégation. Et ils doivent chaque fois cravacher derrière. Donc, on a ce même constat pour tout le monde, à part Manchester City. Donc, ce serait intéressant de voir sur la timeline, de voir comment est-ce qu'ils vont réagir quand les équipes sont bien en place, quand les préparations sont terminées, quand le mercato est passé. Mais voilà, la bonne nouvelle ici, c'est qu'ils ont gagné et on va le voir dans le modèle offensif, c'est qu'ils nous ont probablement écoutés par rapport aux explications sur les phases arrêtées, puisque en l'occurrence, regardez, on vous avait montré ce fameux tableau où c'était vraiment catastrophique sur les 2 dernières saisons, sur phase arrêtée sans pénalty et les pénaltys par rapport à ce qui s'était passé avant. Là, maintenant, proportionnellement, ils sont bien partis. S'ils gardent cette marche-là sur phase arrêtée, et alors ils vont gagner des points qui va probablement les aider à être meilleurs que 3e. Et notamment ici, justement, ça c'est vraiment bien parce que c'est quand même une phase arrêtée de travailler. Il y a quand même un premier ballon latéral et puis il y a quelqu'un qui se fait oublier derrière la défense qui monte. Donc ça, c'est quand même génial parce que c'est un vrai travail et c'est beau à voir. Et puis après, il faut utiliser Bruno Fernandes sur penalty comme il le faisait à l'époque où, quand il est arrivé, il a marqué 6-7 penalty. Quand on peut profiter des phases arrêtées, on sera toujours mieux positionné en fin de saison. À l'image de Liverpool, ils ont le mérite de revenir quand même. Oui, mais c'est plus le même noyau, c'est plus le même noyau central. Il y a des choses qui ont changé. Il a mis de l'ordre à ce niveau-là, le coach. Il faut lui reconnaître ça, même si ça a été compliqué début de saison dernière. Aujourd'hui, cette équipe-là, elle a les reins, elle a du mordant. Il y a encore des séquelles, des défauts, mais je pense qu'on a un match témoin très très intéressant pour ce week-end. Oui, on aura beaucoup d'indications sur la qualité effective, sans doute, des 2 équipes et des 2 noyaux sur l'ensemble de la saison. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, sur Manchester City qui déroule, pas tout à fait, parce que le week-end dernier, ils ont gagné à la 88e minute. Sheffield est revenu à 1 but partout à 5 minutes du terme. Ils auraient pu très bien perdre 2 points dans ce match. Mais j'ai envie de dire, c'est ça qui fait la différence. Un peu comme Manchester a réussi à gagner ce match-là, ce qui n'a pas su faire Arsenal, c'est que City, dans ces conditions-là, ils parviennent à s'arracher pour aller chercher des 3 points contre des équipes faibles. C'est l'équipe qui a un plan B, qui a un plan C. Exactement. On verra si les Gunners ou si les Red Devils ont un plan B, un plan C en fonction des circonstances du match. On le sait, Manchester City est le grand favori, comme depuis plusieurs années en Premier League. Et puis derrière, tout le monde essaye de s'accrocher avec Arsenal qui, la saison dernière... Et n'oublions pas qu'ils ont perdu leur meilleur joueur, quand même, Kevin De Bruyne. Oui, temporairement. Ils sont quand même la seule équipe à avoir 9 sur 9. Exactement. Pendant quelques semaines ou quelques mois, malheureusement. Encore bien, mais écoutez, on arrive déjà tout doucement à la fin de cette émission. On va passer en revue le programme qui nous attend au niveau de la Première Ligue ce week-end. Regardez, Luton Town face à
West Ham. Sheffield. Tout premier match de Luton Town dans son stade exact. En Première Ligue. Maintenant, il est enfin prêt pour recevoir la presse. Et ça vaudra la peine. C'est une grande première. Ça vaudra la peine de le découvrir. Sheffield United face à Everton. Goals of the Day, ce sera avec vous, Philippe? Oui, ce sera Burnley-Tottenham. Tottenham qui était éliminé en Coupe de la Ligue par Fulham au tir au but. Et Burnley qui s'est qualifié, mais ils ont perdu un de leurs défenses dans le match, malheureusement. Et puis samedi, il y a quand même aussi une belle affiche, Brighton-Newcastle. Et je ne dis pas cela parce que c'est moi qui vais la commenter. Non, mais il y a une pression quand même sur les Magpies, là, parce que le top 4, ils veulent s'y accrocher. Voilà, hein. Brighton a été battu aussi le week-end dernier par West Ham. Et les deux affiches donc de ce dimanche, on en a parlé, Liverpool, Aston Villa et Arsenal, Newcastle. Man United. Man United, pardon. Et lundi, l'Europe des 11. Et lundi, l'Europe des 11 qui a repris le week-end dernier. Et puis on sera là tous les lundis comme d'habitude avec Jean-François et Christine. Christian, encore un mot, simplement peut-être pour nous rappeler que le dimanche, et ce dimanche, lors du match Arsenal-Manchester United, nos abonnés ont la possibilité, je vais dire, pour utiliser une image, de passer l'après-midi dans votre salon, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il en est, ou nous rappeler ce qu'il en est? Oui, je partagerai la data room avec eux lors de chaque match principal du week-end. Et là, en l'occurrence, ça sera Arsenal-Manchester United. Alors, je serai en contact avec Bruno et Jean-François pour envoyer les informations sur un fil. Mais sur Discord, avec les abonnés, je crois qu'on est déjà plus de 45 maintenant. On a doublé en une semaine. Et j'invite les abonnés à inviter des amis à venir de plus en plus. Il y aura dans le fil de discussion, j'interviendrai chaque fois que quelqu'un mentionnera quelque chose par rapport au jeu pour pouvoir leur donner une autre approche sur les différents modèles de jeu et comprendre le jeu un peu différemment. Eh bien, le rendez-vous est pris. N'hésitez pas donc à utiliser cette application. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre, évidemment, vous le savez, sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, que ce soit Instagram. Et il me reste à présent à remercier nos deux spécialistes. Philippe, Bruno, c'était un plaisir. Merci. Vous êtes au commentaire de quoi? Petite affiche là, dimanche, avec Arsenal, Man United. Et vous, Goals of the Day? Goal of the Day. Allez, c'est parti. Les rendez-vous sont pris. Merci Christian aussi pour toute votre science et tous vos éclaircissements sur les rencontres à venir. Passez une bonne semaine. J'espère que vous allez passer un bon week-end. J'imagine que oui, le programme est magnifique. Merci beaucoup. À très bientôt. Bye bye.